Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi d'être ici avec vous pour animer donc cette table ronde sur le thème donc de la préservation de l'eau dans l'hôtellerie de plein air. Alors l'été est terminé, je le sais, mais il fait toujours très chaud quand on est à Big. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de fermer vos yeux et puis imaginez-vous dans un camping l'été, en pleine saison, les piscines qui débordent, les douches qui coulent, excusez-moi, les arrosages pour arroser dans tous les espaces verts, et puis dans le même temps une ressource qui précieuse, rare, l'eau. Donc aujourd'hui, dans un contexte de changement climatique et de restrictions croissantes, la préservation de l'eau, c'est plus une option, c'est devenu une nécessité. Mais pour les acteurs du secteur qui sont ici, c'est une opportunité également, et ils l'ont bien compris. La préservation de l'eau, c'est la possibilité de réduire son empreinte environnementale, c'est également la possibilité de maîtriser ses coûts, et puis c'est également la possibilité de renforcer son attractivité auprès de clients qui sont toujours de plus en plus, en tout cas en recherche et sensibles à l'éco-responsabilité. Alors, comment concilier un accueil de qualité, un parcours client irréprochable, tout en ayant une approche responsable? Quelles solutions concrètes peut-on appliquer dès aujourd'hui pour préserver cette ressource tout en restant compétitif? Et puis, quels conseils on peut donner aux nouveaux exploitants ou à ceux, en tout cas, qui n'auraient pas encore pris le virage de la sobriété? C'est ce que je vous propose d'explorer tous ensemble pendant les 25-30 prochaines minutes. Alors, avant de laisser la parole à nos trois intervenants qui nous font l'honneur d'être ici aujourd'hui, je vais également moi-même me présenter. Donc, je suis Julien Lacombe, je suis délégué territorial chez BPI France sur le territoire de la Vendée, un territoire où l'hôtellerie de plein air est développée, très développée même. Donc, je vous laisse la main, je place d'abord la parole à Hubert. Je vous laisse vous présenter en 2-3 minutes votre rôle, votre structure, votre expérience dans le secteur. Merci. Merci. Donc, je suis Hubert Vandeville, le fondateur et le directeur général de Fairmove Solutions, qui s'appelait avant Betterfly Tourisme. Donc, nous, on accompagne les acteurs du tourisme avec une solution logicielle qui permet de mesurer les impacts et les coûts d'exploitation des établissements, qui génèrent notamment l'affichage environnemental. Et on les accompagne aussi par du conseil et de la formation sur tout ce qui est sujet de transition écologique. Donc, on intervient notamment pour l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air en particulier. Merci Hubert. Franck, je vous laisse la main. Quoi dire, peut-être présenter l'hôtellerie plein air. Alors déjà, moi, ça me fait très plaisir d'être ici, puisqu'on parle de l'hôtellerie plein air, le camping, qui est maintenant une économie à part entière. Et moi qui connais le métier depuis une quarantaine d'années, c'est vrai qu'il a bien évolué. On s'en réjouit, c'est devenu un vrai métier d'expertise. Et donc, on est très content d'être là aujourd'hui. Alors, peut-être parler du poids de l'hôtellerie plein air. Alors, on laisse peut-être Géraud se présenter, puis on en parle juste après. Ok. Allez, Géraud. Bonjour, Géraud de Ferrières. Donc moi, je suis propriétaire de camping. J'ai 3 campings, donc 2 en Vendée, un à la Faute-sur-Mer, un à Apremont et depuis cette année un 3e sur l'île d'Oléron. Merci. Et vous, Franck, vous avez plusieurs campings, vous l'avez pas dit. Pardon, oui, je suis président du groupe Châteautel qui a 14 campings sur le territoire national et je préside la fédération Vendéenne d'hôtellerie plein air, dont la Vendée est le premier département en termes de camping au niveau national. Ok, merci beaucoup. Donc maintenant que les présentations sont faites, vous connaissez nos intervenants. Moi, j'ai une première question pour vous, Franck. On voit bien en fait l'hôtellerie de plein air incarne un petit peu un paradoxe, parce qu'à la fois c'est un secteur en croissance, un secteur qui chaque année bat ses records, on va dire, de nuitée, et qui est aussi en première ligne face aux défis environnementaux, et notamment la préservation de l'eau. Est-ce que, là on est nombreux dans la bulle verte, et peut-être que tout le monde ne connaît pas bien ce secteur d'activité, est-ce que vous pourriez nous donner les grands indicateurs économiques, et puis également de consommation d'eau de ce secteur? Je pose la question à Franck, mais n'hésitez pas, Géraud et Hubert à rebondir au besoin. Bien sûr, donc en France, on a à peu près 7500 terrains de camping qui représentent 900 000 emplacements. Donc c'est 2 millions de salariés, alors le tourisme confondu, puisque c'est plus, on parle de l'HPA, 50 000 salariés dans le domaine de l'HPA au niveau national. Au niveau de la Vendée, c'est plutôt 4 à 5 000. Au niveau national, c'est 3 milliards de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que l'hôtellerie plein air pèse. Et pour parler de l'eau, c'est une consommation qui importe, je le dirais à 2 titres, puisqu'elle est avant tout écologique, mais aussi économique. 4% de la facture, 4% du chiffre d'affaires est représenté par la facture d'eau. Et au niveau national, ça doit représenter à peu près 112 millions d'euros. Donc le côté économique est important. Okay. Hubert, peut-être un complément? Oui, quelques chiffres clés complémentaires.
Une personne qui passe une nuit dans un camping va consommer en moyenne 180 litres d'eau par nuitée. Un Français en moyenne, c'est 150 litres d'eau par nuitée. Donc c'est un petit peu plus, mais il y a plus de services dans un camping. Et on a réalisé des études assez larges, notamment pour la Vendée et le Var, qui permettaient d'estimer la consommation d'eau du secteur HPA par rapport au département. Et dans le Var et en Vendée, la consommation d'eau des campings représente de l'ordre de 1 à 2% de toute la consommation d'eau potable. Alors 1%, plutôt l'estimation, ça peut paraître assez faible, mais en fait c'est aussi une consommation qui va avoir lieu souvent l'été, en juillet-août, à un moment de période de stress hydrique. Et c'est pour ça que c'est important aussi de maîtriser la ressource pour que les établissements eux-mêmes disposent d'assez d'eau pendant cette période de stress hydrique, surtout dans des départements bien dire, visités par des touristes qui sont venus pour le soleil et le chaud. Et l'eau, exactement. Écoutez, en tout cas, merci pour ce premier point de vue un petit peu macro sur le secteur. On peut donc comprendre en fait que l'HPA, notamment dans certains territoires et plus particulièrement sur la Vendée, c'est un vrai rouage important de l'économie. Si on rentre un peu dans le cœur du sujet maintenant, quels sont selon vous les deux défis majeurs liés à la préservation de l'eau pour le secteur de l'hôtellerie? Franck, peut-être? Je vais commencer par une conclusion, c'est-à-dire que sans eau, pas de camping, pas d'exploitation. L'eau fait partie intégrante de notre métier, l'exploitation du camping. Les gens viennent chez nous, évidemment, pendant l'été, pendant une période pendant laquelle on a besoin d'eau, évidemment pour des raisons d'hygiène, mais aussi pour s'amuser, pour se rafraîchir, pour les loisirs. Donc sans eau, il est évident qu'on n'aura pas d'exploitation. Et tout à l'heure, je parlais du côté économique, mais le côté écologique est là. On sait bien que la pression des instances telles que la préfecture est donc de plus en plus pressante. Et c'est à nous de ne pas attendre le jour où on viendra nous dire écoutez, l'eau c'est terminé, il y en a pas assez, il faut fermer les exploitations. Donc c'est à nous d'anticiper ce moment et justement de faire des efforts avant que ça arrive. C'est ce que je disais un petit peu en introduction, les restrictions sont de plus en plus nombreuses. Géraud, qu'est-ce que vous pourriez dire un petit peu, c'est quoi pour vous les deux défis majeurs? Alors, moi je pense qu'avant tout, alors je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, mais avant tout, il faut qu'on s'adapte aux demandes des clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients ont une vraie conscience écologique et ont une vraie conscience de leur consommation en eau. Et pour tout vous dire, moi, la première personne qui m'a alerté là-dessus, une des premières, c'était des clients où, quand j'ai commencé, j'ai racheté mon premier camping, j'avais des ballons, les mobil-homes étaient chauffés au gaz, et quand vous êtes chauffé au gaz, vous allumez l'eau, et vous devez attendre entre 10 et 15 secondes avant que l'eau soit chaude. Et j'ai eu un nombre de retours de clients qui était énorme, me disant mais votre système il fonctionne pas, moi à chaque fois je dois consommer beaucoup d'eau avant de pouvoir avoir de l'eau chaude, et donc on gaspille de l'eau et c'est de l'eau potable. Et donc ils ont une vraie conscience, écologique, et il faut qu'on s'adapte, mais en fait c'est une vraie demande des clients. Très bien, donc les restrictions, les clients, les piscines. Hubert, peut-être pour conclure sur les défis. Le premier défi pour moi, c'est de mettre en place une démarche de sobriété. Une démarche de sobriété, c'est des petites actions de suivi, de réduction de débit sans de gros investissements. Et une démarche de sobriété, pareil, dans les plans d'action qu'on produit, en général, on peut viser 20% d'économie d'eau, sachant que l'enjeu est aussi réglementaire ou réglementaire volontaire. On a un plan eau au niveau national qui demande à tous les secteurs de faire une réduction de 10%. Donc pour moi, l'enjeu, c'est de mettre en place le plus rapidement possible cette démarche de sobriété pour montrer que le secteur joue le jeu et qu'en période de canicule ou de sécheresse, on ne soit pas le premier secteur pointé du doigt où il faut couper l'eau pour des questions de survie économique. Okay. Et peut-être sur la partie sobriété, est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui, typiquement entre la piscine et puis les dépenses d'eau, on va dire courantes, c'est quoi la répartition aujourd'hui des consommations? Aujourd'hui, dans un camping, souvent on va pointer du doigt sa consommation d'eau à cause de la piscine. Il faut savoir que les 2/3 de la consommation d'eau d'un hébergement de plein air, c'est lié à la partie hébergement, mobil-home et sanitaire. Et à peu près 1/3, ça va être l'exploitation de la piscine. En revanche, en termes d'économie potentielle, là on est à peu près sur moitié-moitié. On va dire moitié des économies potentielles peuvent être liées aux espaces aquatiques et l'autre moitié peuvent être liées à tout ce qui est mobil-home et sanitaire. Mais ça, peut-être qu'on reviendra un peu dans le détail après. Ok, très bien. Merci à tous les trois. Vous venez de nous énumérer un petit peu les grands défis selon vous, hein, et donc on voit ils sont multiples, ils sont pourtant pas insurmontables en tout cas. Concrètement, pour y faire face aujourd'hui,
quelles sont les solutions, alors soit que vous avez vues, soit que vous avez déjà mis en place dans vos campings, et peut-être les solutions aussi qui pourraient arriver dans les mois, dans les années à venir, et qui permettront donc de faire face, et peut-être aussi nous parler des impacts que vous avez pu mesurer. Je vous laisse la parole peut-être, Hubert. Alors en termes de solutions, la première chose c'est de mesurer pour savoir où faire ces démarches de sobriété. Donc c'est de faire un plan d'action, un état des lieux. Et là aussi souvent, on en reparlera, mais il y a des financements derrière. Donc première lot de solutions, ça paraît trivial, mais c'est les débits d'eau. C'est de bien choisir son système de chauffage d'eau chaude pour éviter de tirer de l'eau trop longtemps, ou d'avoir un débit minimum pour une chaudière au gaz va se déclencher que si on a un certain débit d'eau chaude. Donc en fait, on ne va pas pouvoir mettre des réducteurs de débit trop forts au niveau des douches si on est avec des chauffe-eau au gaz. Donc voilà, il y a plein de petits détails techniques. En termes de sobriété, déjà, bien suivre ses consommations d'eau de piscine au quotidien en calculant le renouvellement d'eau au quotidien. On a l'ARS, on a des agences qui demandent un certain volume d'eau renouvelé par baigneur. Eh bien, veiller à ce qu'on en ait assez, qu'il soit renouvelé, mais pas trop non plus. Et adapter son renouvellement d'eau au quotidien en fonction de la fréquentation de son établissement. D'accord. Il faut renouveler combien par jour? Alors, réglementairement, c'est 30 litres par baigneur. Okay. Voilà. Mais et dans donc, les faits... Sur un camping, ça fait combien à peu près, Franck? Vous savez pas? C'est nationalement quelques millions de mètres cubes. C'est pas neutre. Dans les faits, en moyenne, on est autour de 3% du volume de la piscine, 3 à 4% qui est renouvelé chaque jour. C'est à peu près ça qu'on constate dans les ratios. Et on a parfois des établissements qui sont à 10% quand on calcule. Et donc, on leur dit déjà, passez de 10% à 5%, vous avez encore pas mal de marge, vous allez diviser par 2 la consommation d'eau de la piscine. Donc là, on est dans de la sobriété, ça coûte rien, ça fait économiser à peu près 3 € le mètre cube, plus le coût de l'énergie. Donc on va être plutôt à 5 € le mètre cube à peu près, surtout pour la piscine. Est-ce que, je vous laisse la parole après, Franck, mais est-ce qu'aujourd'hui, le coût de l'eau, c'est un levier ou pas? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'à 3 € le mètre cube, prix moyen en France et un peu plus en Vendée, ça commence à compter. Franck a dit que c'est 4% du chiffre d'affaires, je crois à peu près, tu as dit. Donc c'est un levier important. Ce n'est pas encore le couteau sous la gorge en termes de charge. Ça n'a pas augmenté comme l'énergie, par exemple. Ça prend pas une inflation de 50% en une année. En revanche, tous les opérateurs qui distribuent l'eau nous disent que ça va prendre plusieurs pourcentages dans les années à venir et ils vont mettre aussi des tarifications sur les gros consommateurs. Plus on va consommer d'eau, plus le mètre cube marginal va coûter cher. Franck, vous vouliez rebondir peut-être? Oui, on parlait aussi des leviers d'économie. Il faut bien se dire aussi que 10% de la consommation a pour origine une fuite. Donc la prise de conscience, elle est générale, mais il ne faut pas oublier que tout simplement en apposant des compteurs à droite, à gauche, pour mesurer justement les consommations, limite les fuites. Et quand on sait qu'elles sont de l'ordre de 10%, là aussi, il y a une grosse économie à faire. Jérôme, peut-être parler un peu de solutions, on va dire, au propre dans l'exploitation. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, depuis que vous êtes lancé? On parlait de la piscine et on parlait du renouvellement d'eau de la piscine. Alors moi, j'ai eu la chance, quand j'ai racheté un camping, ce système était déjà là. Et donc, j'ai vu que c'était très appréciable et que ça permettait d'économiser beaucoup d'eau. Au lieu de, quand vous nettoyez vos filtres de piscine, quand vous renouvelez votre eau de piscine, vous envoyez l'eau à l'égout. Et donc, au lieu de faire ça, vous pouvez faire l'investissement d'acheter des cuves. Vous envoyez, au lieu d'envoyer l'eau à l'égout, vous les envoyez à la cuve. Et derrière, vous pouvez récupérer cette eau un petit peu plus tard pour arroser vos espaces verts. Donc ça, c'est les eaux grises, c'est ça? Les eaux grises, exactement. Donc ça, c'est une des choses qu'on peut mettre en place. Je parlais tout à l'heure de la volonté des clients et du fait que les clients étaient moteurs dedans. Il y a une société qui a développé des compteurs à eau digitaux. C'est-à-dire qu'on installe ça sur les douches et les clients, quand ils prennent leur douche, ils voient défiler le nombre de litres d'eau qu'ils ont consommé dans la douche. Et généralement, c'est assez étonnant de voir les résultats parce qu'au final, les gens ne se rendent pas compte du nombre de litres d'eau qu'ils vont prendre pendant la douche. Et au final, ça met quand même une certaine pression et on voit tout de suite que ça fait aussi baisser alors, pour les campings, la facture d'électricité, la facture d'eau, et c'est une volonté du client, c'est lui qui choisit et on ne le contraint pas là-dedans. Mais il y a plein de choses qui existent et de plus en plus. Vous m'aviez parlé d'un système aussi de douche. Ouais. Alors il y avait un système de douche et je pense que pareil, là on est dans un système qui est pensé de manière maligne.
qui permet aux clients qui le souhaitent de conserver un niveau d'exigence entre guillemets élevé tout en préservant la ressource. C'est un système de douche qui permet de recycler l'eau de douche. C'est-à-dire que vous commencez, vous prenez votre douche, vous savonnez. Une fois que vous avez terminé de vous savonner, il y a un certain nombre de personnes qui aiment bien rester un petit peu longtemps dans leur douche. Et dans ce cas-là, vous appuyez sur un bouton et à partir de ce moment-là, ça consomme 5 litres d'eau. Et en fait, c'est recyclé, c'est-à-dire que l'eau va prendre et puis après c'est repompé, c'est réchauffé, mais juste un tout petit peu, donc ça consomme même pas d'électricité ou très très peu d'électricité, et puis ça tourne indéfiniment. Donc vous pouvez rester dans votre douche indéfiniment tout en préservant l'eau. Franck, oui, j'allais rajouter. mot, Alors, nous, en Vendée, on a fait intervenir le cabinet Fermove justement pour trouver des solutions et faire un état des lieux. Pour nous, c'est important de savoir où étaient les plus grosses consommations pour justement se focaliser sur ces grosses consommations et apporter des solutions d'économie. Alors, que voulais-je dire de votre part ? Vous nous avez fait à l'agence Fermove un catalogue de solutions qui nous permet de chasser bien sûr la fuite et de trouver des économies d'échelle. Et je donne quelques petits exemples qui sont très concluants. Mettre des petits mousseurs qui apportent une économie de 30% d'eau à chaque point d'eau, tout en gardant le confort d'écoulement. Parce que pour nous, l'objectif, c'est quand même de trouver des économies d'échelle pour l'eau, tout en gardant cette qualité de service à nos clients. Parce qu'on entend malheureusement souvent dire, moi je vais en camping, j'ai payé, j'ai envie d'avoir ce que j'ai payé et j'ai envie d'avoir de l'eau. Bon, c'est à nous de faire en sorte que cette qualité ne soit pas troublée et qu'on puisse trouver des économies d'eau. Alors, le mousseur est une petite chose. On parlait d'arrosage tout à l'heure. On fait le choix de garder les coupes de végétaux pour faire du paillage au pied des arbustes et des végétaux pour ne pas arroser, ce qu'on pratique maintenant chaque été. Il y a d'autres solutions, les économies aux chasses d'eau, les chasses d'eau à double débit, les urinoirs sans eau, et j'en passe, et les douches, la même chose. Et donc les piscines, qui est un vrai sujet, puisque ça représente quand même 25% de consommation dans un camping, c'est de traiter les eaux usées. Donc là, on parlait de récupérer les eaux usées pour l'arrosage, mais on va plus loin aujourd'hui avec des start-up, puisqu'on retraite les eaux usées de la piscine pour les remettre dans le circuit en les traitant une deuxième fois. Ça fonctionne. L'ARS a validé ce procédé, puisque les eaux sont parfaitement en qualité d'hygiène pour les baigneurs. Donc il y a vraiment des solutions qui existent. Et nous, on s'est lancé le défi en Vendée de réaliser une économie de 20% sur tous les campings vendéens. On va y arriver à la fin de l'été prochain. Hubert, oui, donc ce catalogue de solutions est téléchargeable à partir du site de la fédération. Et ce qu'on explique aussi, c'est que d'abord, la première chose, c'est vraiment la sobriété avant la réutilisation. C'est une fois que vous avez mis la sobriété, vous allez diviser votre besoin d'eau parfois de 50%. Et donc après, quand vous allez vouloir mettre en place de la réutilisation, en fait, vous avez besoin de réutiliser 2 fois moins d'eau. Donc en fait, l'investissement va être plus faible. Donc c'est vraiment, il faut faire les choses dans le bon ordre. D'abord la sobriété, puis la réutilisation. D'ailleurs, les agences de l'eau financent de manière plus importante les actions de sobriété avant la réutilisation. Je vais juste donner encore 1 ou 2 chiffres, 1 ou 2 exemples. Allez-y. Par exemple, les urinoirs secs. Aujourd'hui, il y a des urinoirs sans eau. Si on les met dans les collectifs sanitaires, dans les sanitaires collectifs, on économise 6% de la consommation d'eau totale du camping. Et il y a des urinoirs secs pour femmes aussi maintenant. Donc on peut faire des expérimentations, on teste. Des nouvelles innovations. On n'est pas obligé de mettre toutes les toilettes comme ça. Mais en fait, et du coup, on va plus avoir besoin d'eau tout court pour une partie des besoins. Et à partir du moment où on fait ça, on a besoin de moins d'eau pour les WC. Et donc si on veut réutiliser l'eau des douches, on va peut-être investir moins de cuves, moins de taille de cuve, moins de volume, moins d'équipement, parce qu'on peut réutiliser l'eau des douches pour les WC. Et donc, à partir du moment où les douches consomment moins d'eau, ou les toilettes ont besoin de moins d'eau, ou les urinoirs ne consomment pas d'eau, le système de réutilisation va peut-être coûter 2 fois moins cher, alors que si on était resté avec nos débits initiaux. Donc c'est vraiment important de faire les choses dans le bon ordre. Ok, merci. Beaucoup d'innovations. Peut-être une dernière question, Franck, toujours sur le sujet des innovations et des solutions. On a parlé des piscines, on a parlé de réutiliser l'eau des piscines. Est-ce qu'on ne peut pas réutiliser d'autres eaux ? Hubert en parlait à côté de moi au sujet des toilettes. On a un système qui existe, donc récupérer les eaux grises des douches ou des lavabos pour les mettre en cuve et les réutiliser pour les toilettes. Donc ça, on sait que ça fonctionne dans des pays européens. Le problème, c'est qu'en France, l'ARS a du mal à accepter ce principe et donc a du mal à faciliter cet investissement. Et pourtant, on sait que ça marche puisqu'on l'a testé sur les campings et ça marche très bien. Alors, je peux vous dire la réponse que m'avait donnée l'ARS à l'époque, mais vous vous rendez compte, si un enfant boit l'eau des toilettes, c'est sûr, on n'y avait pas pensé. Mais il faut absolument, ce que je veux dire, c'est que la réglementation évolue pour faciliter les choses. Tout à fait. Géraud ? Ouais, et justement, sur le recyclage des eaux grises,
Dans l'hôtellerie de plein air, on a une chance, c'est que quand vous voulez faire ça dans les maisons, vous devez tout percer, vous devez passer en dessous. Là, l'avantage, c'est que comme on est en mobil-home, par définition, en dessous, c'est vide. Donc, toutes ces installations, au niveau des sanitaires, c'est des choses qui sont faciles à faire. Mais au niveau des mobil-homes aussi, c'est des choses qui sont faciles parce qu'on a facilement accès à ce qui se passe en dessous. Et on est quand même souvent dans les campings en littoral. Est-ce que aller chercher l'eau de la mer, c'est une solution qui est envisageable? Alors c'est sûr que nous, au niveau des institutionnels, on en parle souvent, parce qu'en Vendée, on a la malchance, entre guillemets, de ne pas avoir de grands fleuves. Ce ne sont que des eaux de surface qui nous alimentent. Alors quand il pleut, les lacs et les barrages se remplissent. Quand il pleut pas, on n'a pas d'eau. Moi, quand je suis venu, on m'a dit qu'il pleuvait jamais en Vendée. C'est ça, il pleut pas souvent. Donc en plus, vous voyez, ça facilite pas les choses. Donc le dessalement de l'eau de mer est un sujet. En été, il pleut jamais. Vous pouvez venir dans les campings, vous inquiétez pas. Le dessalement est une des solutions. Alors on nous dit toujours que ça coûte cher, que c'est une solution qui est possible, mais pour l'instant pas retenue, tant que les barrages auront de l'eau suffisamment d'eau pour alimenter le réseau public. Ta question m'a fait penser à une innovation qu'on a vue dans un autre pays, à l'île Maurice, où on a des hôtels qui arrosent la pelouse avec de l'eau de mer. Et en fait, c'est une pelouse sélectionnée pour résister à l'eau de mer. Et en fait, ça fait un traitement pour avoir un beau gazon. Donc, on pourrait utiliser l'eau de mer pour remplacer, par exemple, le traitement. Alors, il n'y a pas de traitement sur les pelouses, mais ça permettrait d'arroser les pelouses qui sont résistantes aux embruns et à l'eau de mer. Super. En tout cas, vous voyez, il y a beaucoup de solutions et je pense qu'il y en a encore plein d'autres. Mais on est un peu pressé par le temps, malheureusement. Juste peut-être en 2 minutes, si vous deviez donner un conseil à un nouvel exploitant pour qu'il puisse agir dès demain, le conseil, ce serait quoi, Franck? Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans eau, pas d'exploitation. Il faut que tous les professionnels aient conscience que l'eau est vitale et qu'on a la nécessité, si on veut pérenniser notre métier, de l'économiser. Il en va de l'écologie et de l'économie et surtout de la pérennité de nos entreprises parce que sans eau, je le répète, il n'y aura pas d'exploitation. Hubert? Alors, moi, mon conseil, c'est de faire un état des lieux et de structurer un plan d'action soutenu par les agences de l'eau. Les agences de l'eau financent à hauteur, alors ça dépend des agences, mais ça peut aller jusqu'à 70% pour les études et les travaux. Donc 70% d'investissement, d'aide aux investissements sur certains travaux et notamment de sobriété. Moi, mon conseil, c'est vraiment de profiter qu'il y ait encore ce type de financement, que ce soit aidé et encadré pour se lancer et pas forcément attendre encore dans 3 ans et de pleurer après en se disant bah mince, on n'est plus soutenu. Il y en a aujourd'hui, il y en a depuis plusieurs années. Donc chaque année qui passe, en fait, l'établissement va perdre de l'argent. Donc allez-y le plus vite possible et profitez des systèmes en place et des soutiens en place pour cette filière. Juste peut-être, on parle de quel montant de subvention Alors c'est 70%. Sur une étude, ça dépend de la taille du camping, etc. Mais il faut au moins avoir un devis à 5 000 €. Et donc le reste à charge serait de l'ordre de 1 500 €, si on fait un calcul. Et après, pour les travaux, tout dépend aussi de la taille des travaux. En moyenne, on va être sur des plans entre 20 et 30 000 € d'investissement sans réutiliser l'eau de la piscine. Et dès qu'on va être sur la réutilisation de la piscine, on peut rajouter entre 50 000 et 200 000 € en fonction de Et après, voilà, c'est 50% de financement en général sur la réutilisation et 70% sur la sobriété. En tout cas, il faut investir, c'est rentable et en plus on est accompagné, c'est ça. Géraud, peut-être pour conclure. Oui, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais c'est évident, mais il vaut mieux anticiper que de subir. Et effectivement, si les campings qui n'auront pas anticipé et qui n'auront pas investi au fur et à mesure et chaque année dans tous ces systèmes-là, le jour où la sanction tombera, ils devront s'adapter. Mais il faudra aller très très vite parce qu'ils n'auront pas le choix, quoi. Et ça fera beaucoup plus mal à ce moment-là. Et je dois dire que en Vendée, on a la chance, et moi je dois dire que j'ai découvert ça, d'avoir la fédération avec Franck qui ont pris le sujet à bras-le-corps et qui nous ont sensibilisés et de manière très importante parce que grosso modo, la dernière AG, je ne veux pas dire qu'on a parlé que de ça, mais quasiment. Donc, et on avait en plus toutes les sociétés dont je vous ai parlé qui étaient là, ils les ont fait venir pour pouvoir dire voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis après, c'était voilà les solutions que vous pouvez avoir. Et effectivement, si on arrive à se faire accompagner pour un certain nombre d'investissements et les mettre au fur et à mesure d'année en année, au final, on pourra anticiper tout ça. Super. Écoutez, nous, on arrive à la fin de cette table ronde qui a été riche, je pense, en
en idées, en solutions, en partage. Moi, je tenais à vous remercier tous les trois déjà pour à la fois pour votre présence et puis aussi votre contribution. Moi, ce que je retiens, c'est ce que vous avez dit un petit peu, Franck, c'est que en fait, l'eau, c'est vital pour le secteur. Et en fait, voilà, il faut. Moi, je tiens à vous féliciter parce que vous êtes un peu moteur sur le sujet à Vendée au travers de la fédération et de Planète Tourisme qu'on accompagne. Donc, vous l'aurez compris, en fait, les acteurs, ils sont aujourd'hui sensibles, ils sont prêts, ils sont motivés pour faire face à ces changements climatiques qui sont à la fois des contraintes, mais c'est aussi finalement des opportunités business. Donc voilà, c'est aussi une chance finalement, une possibilité peut-être de réinventer le métier, de renforcer son ancrage local, et puis de fidéliser, comme je disais aussi un peu en introduction, des clients qui sont de plus en plus sensibles à ces sujets de respect de l'environnement. Donc en tout cas, merci à tous pour votre participation, votre écoute attentive. Et puis, on a tenu quasiment parfaitement le délai. Il nous reste un peu moins de 5 minutes pour les questions. Donc, si vous avez des questions, on est preneurs. En tout cas, nos 3 experts sont là pour y répondre. Merci à tous. Alors, si quelqu'un vous pose une question, qu'il n'hésite pas. Personne ? Pour la prise de réservation pour les campings, c'est après. Oui. Moi, je pense qu'il y avait une question. Ça y est, j'ai deviné le geste que vous faisiez. C'est est-ce qu'on peut réutiliser l'eau de pluie, peut-être ? C'est ça. En fait, la problématique qu'on a pour l'hébergement de plein air, c'est que le pic d'activité se fait en juillet-août, où on a très peu de pluviométrie. Et si on voulait garder suffisamment d'eau l'hiver pour l'utiliser l'été, ça ferait construire des infrastructures de stockage, de mares ou de bassins assez importants, alors que l'eau de réseau est relativement accessible financièrement. Et donc, il n'y a pas forcément d'intérêt économique. Voir est-ce que écologiquement c'est intéressant d'utiliser des cuves en béton, des bâches en plastique pour récupérer de l'eau de pluie qui en fait s'infiltre et est stockée par le distributeur d'eau. Puis Hubert, si tu me permets, beaucoup de campings le pratiquent, mais le problème c'est que l'ARS refuse l'utilisation de cette eau de pluie uniquement pour l'arrosage des végétaux. Donc c'est ce qu'on pratique, mais c'est marginal, c'est pas suffisant. En Belgique, au niveau des propriétaires individuels, tout à fait. La collecte c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que sur les campings où il y a des propriétaires de mobil-homes, ce qui est le cas sur un des miens, je sais qu'ils sont très friands et ils installent des collecteurs d'eau de pluie pour récupérer l'eau qui était sur leur mobile pour pouvoir arroser leurs parcelles, etc. Mais comme disait Franck, c'est assez marginal. Si on part sur les usages principaux de l'hébergement de plein air, qui sont la piscine et les usages sanitaires, l'eau de pluie n'est pas une ressource. C'est pour pallier l'arrosage, le nettoyage des espaces. Donc en effet, ça fait quelques pourcentages. Mais l'été, de toute façon, il ne pleut pas assez. En fait, les volumes sont tels que ça partirait trop vite. Traiter d'une manière un peu naturelle, en passant par des graviers, de la nature, etc., pour être utilisé non seulement dans l'eau d'arrosage, mais également dans la douche, voire la machine à laver, on va dire. Et les toilettes. Alors, je ne sais pas si c'est pour l'utilisation encore de l'eau de pluie. Ouais, à partir du moment où on accueille du public, on n'a pas le droit. L'ARS nous l'interdit, donc point. C'est pour ça que je demande que la réglementation évolue. Est-ce qu'il y a une autre question, peut-être ? Non ? Alors bonjour, merci pour votre présentation. Moi je crée une start-up dans le tourisme durable. La question que j'aurais à vous poser, c'est pour vous qui avez des campings. Comment est-ce que vous arrivez à convertir vos clients qui ne sont pas sensibles aux aspects environnementaux à des clients qui sont sensibles ? Alors, les sensibiliser, vous voulez dire ? Tout ce qu'on vient de dire sur la préservation de l'eau, comment est-ce que vous arrivez, vous, de votre point de vue, à convertir les clients qui sont intéressés par le camping vers un camping plus vert ? Moi, je vais parler pour ma paroisse, à moi. Aller convaincre et aller faire changer le comportement des clients, très honnêtement, ce ne sera pas mon rôle. Et moi, ils viennent en vacances, ils viennent se détendre, ils viennent... voilà. Moi, je dois leur offrir un environnement propice à ça, les sensibiliser et mettre en place un certain nombre de choses qui vont les sensibiliser. Il y en a qui joueront le jeu, d'autres qui joueront pas le jeu, mais je vais pas pouvoir faire de la pédagogie en pleine saison
pour tous les clients. Oui, sensibiliser nos clients, ça on le fait tous avec des affichages dans tous les espaces communs. Il est difficile de faire changer d'avis quelqu'un qui s'en moque, hein, et il y en a. Mais par contre, c'est à nous de faire des investissements qui, je le disais tout à l'heure, ne jouent pas sur la qualité de service. Par exemple, les mousseurs à tous les points d'eau. Ça ne joue pas sur la qualité de l'eau, enfin tous les cas de service, et on économise jusqu'à 30% d'eau. Et le client ne s'en aperçoit pas. Mais je pense que la sensibilisation du client est la première chose à faire, ça c'est sûr. Et j'ai peut-être un dernier élément, c'est que lorsqu'on est en vacances, on est là pour oublier tout le stress de l'année et tout le stress de l'humanité. Et c'est vrai que c'est très délicat, c'est un enjeu dans le secteur de tourisme d'arriver à bien communiquer sur ces enjeux de responsabilité, de tourisme durable. Et c'est très problématique d'arriver à faire passer des messages sans être anxiogène. Donc en effet, c'est une science. On parle de nudge marketing, on parle d'incitation sans obliger. Et en effet, oui, il y a des sciences comportementales qui travaillent là-dessus pour influencer, mais sans stresser. Dans un lieu de villégiature, on veut oublier ses soucis. Enfin, juste un détail, moi je me souviens qu'on avait mis sur un camping, l'eau n'est pas un jeu, parce qu'il y avait trop d'enfants qui jouaient avec les pistolets, l'eau, etc. La première année, ça n'a pas été très bien vu, et à partir de la deuxième année, tout le monde a compris. Et les seuls enfants qui utilisaient les pistolets à eau, c'était la piscine, le seul endroit où c'était autorisé. Merci à tous. Bonne fin de journée à tous. Un plaisir.